parti. Super, nickel. Ok, c'est parti. Donc, merci à tous d'être là ce soir. Donc, on va vous présenter avec Gustave, Victor et moi l'économie du Royaume-Uni. Alors, donc, on va vous faire une première introduction du coup sur le pays, son histoire et où elle en est aujourd'hui et pourquoi. Puis, on va vous présenter le PIB de la partie supply et après de la partie de la demande. Et ensuite, on va vous présenter du coup Household Consumption, Government et Bank of England, Import and Export. Et comme conclusion, on vous propose en fait de vous présenter des investissements que nous avons sélectionnés, que nous ferions au Royaume-Uni, et un forecast sur le Forex. Voilà. Donc je vais laisser Gustave présenter l'introduction. Donc, bonjour à tous, merci d'être là ce soir pour qu'on vous présente nos diverses recherches passées ces dernières semaines. Donc, comme vous pouvez le savoir, le Royaume-Uni est une puissance historique qui, depuis le XVIe siècle et même avant, s'est toujours illustrée à travers le monde. Et d'ailleurs, elle a toujours été dans les 4-5 plus grands PIB. Donc, très rapidement, on va revenir sur le XIXe siècle, où elle connaît une époque qu'on appelle la révolution industrielle, où la production de marchandises explose et elle exporte aux quatre coins du monde. Donc, ça devient une puissance majeure et un exemple pour beaucoup d'autres puissances qui vont à leur tour faire de même. Donc, cette époque du 19e nous conduit à un âge d'or à la fin du 19e siècle jusqu'en 1913. L'âge d'or, c'est un moment de prospérité complète pour le Royaume-Uni, puisqu'on a une production extrêmement importante de marchandises et des exportations qui le sont tout autant. Notamment grâce à leurs colonies et qui leur créent des points stratégiques aux quatre coins du globe pour exporter leurs marchandises. Donc, mais jusqu'à en 1913 où la crise de la Première Guerre mondiale, ensuite arrive la Seconde Guerre mondiale et on va se concentrer sur cette période entre la sortie de la Seconde Guerre mondiale et nos jours. Donc, sur ce graphique, on peut voir l'évolution du PIB de la Grande-Bretagne. On va diviser en fait ce graphique en trois parties et puisque on peut voir que le coefficient directeur là à droite double entre 1960 et 1980 et 1980 et 2000. Et on va voir comment et pourquoi. Donc, dans une première partie, on va voir que la sortie de la guerre est très compliquée pour le Royaume-Uni, même si la plupart des dettes sont effacées, puisque la majorité était en fait vers l'Allemagne. Et avec la victoire, ces dettes sont annulées, et aussi le plan Marshall, où les États-Unis vont aider au remboursement. Mais on a une inflation qui est extrêmement importante à cause du pétrole et dont les prix augmentent. On a un chômage qui explose aussi et une dépréciation évidemment de la livre compliquant les exportations et les importations dans lequel le secteur dans lequel le Royaume-Uni était extrêmement compétitif. Heureusement, on a un prix du FMI en 1976 qui est de 3,9 milliards de dollars. En échange, il demande une coupe des dépenses publiques et on arrive à la politique de Margaret Thatcher avec des réformes. Donc la Grande-Bretagne, elle possède un important problème. Donc on a une balance commerciale qui est très déficitaire. Leur localisation sur une île les oblige à avoir énormément d'importations. Et on verra par la suite que leur économie est tournée principalement vers le service. En effet, on a une désindustrialisation au cours du XXe qui est extrêmement importante pour se tourner vers les services. Et c'est pourquoi donc le nouveau gouvernement passe à un capitalisme libéral et laisse la main au privé pour se développer. Donc, on a des taxes qui baissent, on a une grosse époque de privatisation, mais tout en contrôlant l'inflation, en particulier grâce à un contrôle des dépenses publiques, comme l'avait demandé le FMI lors de son prêt. Donc, évidemment, au détriment du chômage qui augmente d'une manière drastique. Donc, un modèle qui se prolonge au XXIe siècle, donc jusqu'à nos jours, un capitalisme libéral, même si assez interventionniste finalement, historiquement, puisque on le voit aujourd'hui avec le confinement, avec le chômage partiel, la dette publique qui est très présente.
Donc cela nous conduit jusqu'à la crise économique de 2008, où on sait qu'au niveau boursier, la City à Londres est extrêmement présente. La désindustrialisation depuis le 20e diminue la part de production de marchandises dans le PIB, donc au profit d'un marché tourné vers les services. Il va donc de soi que la crise aux États-Unis impacte extrêmement rapidement la City, qui concentre la majorité des activités britanniques financières. Et c'est pourquoi le PIB de la Grande-Bretagne plonge. Depuis la crise économique de 2008, sur le graphique, on peut voir que le PIB a du mal à remonter avec cette balance commerciale toujours très déficitaire. Et à cela s'ajoutent les politiques troubles, et notamment le Brexit, qui apporte d'importantes complications, puisque la livre se déprécie, etc. Et de même, comme on le répète souvent, on a une économie tournée vers le service, et on a donc le Brexit qui a d'importants impacts, en particulier parce qu'il complique l'internationalisation des entreprises, jusque-là très facilitée par les organisations régionales, et notamment l'Europe, dans lequel était le Royaume-Uni. Merci Gustave. Alors, du coup, maintenant, on va vous présenter quelques chiffres importants sur l'économie du Royaume-Uni. Donc, l'économie, c'est une économie assez complexe, malgré, du coup, puisqu'elle s'est, comme Gustave a pu le dire, que l'économie du Royaume-Uni se concentre davantage maintenant sur ses services et, du coup, exporte de moins en moins de produits complexes, ce qui est aussi dû au fait que les pays émergents, par exemple comme l'Inde ou la Chine, sont capables de produire de plus en plus de produits complexes, et donc c'est au détriment des pays développés comme le Royaume-Uni. On a une économie donc, qui importe énormément, donc plus de 650 milliards en 2018, mais c'est aussi une économie qui exporte énormément de services. Donc pas tant de goods, mais énormément de services, et notamment du coup les services financiers. Comme a pu le dire Gustave, notamment, c'est un PIB en fait sur la période 2008-2018 on a connu vraiment une très très forte expansion du PIB grâce au secteur financier en 2008, et depuis ça a eu du mal à reprendre. Donc voilà, là on vous présente en fait un pie chart de la distribution sectorielle du PIB du Royaume-Uni entre 90, 2005 et de nos jours en 2020. On voit que voilà, les services prennent de plus en plus de part sur le reste de l'économie. Donc là, j'ai repris ces données, mais sous forme graphique avec le facteur de croissance. On peut directement voir tout à droite depuis 90 que le secteur du service s'est fortement apprécié. C'est notamment quelque chose qu'on retrouve assez souvent pour les pays développés. Avec cela, nous avons aussi le secteur du transport du fait que voilà, on a une économie qui importe énormément. De bonnes infrastructures en interne. On a un secteur du transport qui se développe assez facilement. En côté négatif, enfin, on a tout ce qui est l'économie. Le Royaume-Uni a des richesses internes, notamment en charbon et en pétrole, sauf que ces richesses ont été énormément exploitées par le passé et donc diminuent, et donc c'est des secteurs qui naturellement décroîtent. Mais sinon, voilà, les secteurs plus importants sont on va le voir juste après, mais c'est le service, construction et manufacturing. Le reste des secteurs comprennent très très peu de points dans le PIB. Donc, conséquence d'une économie de service, voilà, on a une complexité des exportations qui diminue, une balance de paiement qui est négative. Depuis les années 90, c'est vraiment accéléré, dû au fait que voilà, ils ont de moins en moins de richesses internes. Avant, ils étaient autonomes, autosuffisants en production d'énergie. Maintenant, c'est plus le cas, ils importent. Et notamment, voilà, ils importent de plus en plus des pays développés, enfin en développement, qui sont naturellement moins chers, plus compétitifs. Donc maintenant, on va regarder en fait le PIB dans son ensemble, et avec cet œil de la crise actuelle. Donc en fait, comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé durant ces premiers mois. Donc, nous pouvons voir que l'économie du Royaume-Uni est l'économie qui a le plus souffert durant les 6 premiers mois de l'année 2020, dû au fait que les mesures sanitaires
ont été plus tardifs que dans d'autres pays, notamment donc 2 semaines après l'Italie ou 1 semaine après la France, le Royaume-Uni s'est mis en confinement. Et du coup, ces mesures de confinement ont été plus longues. Quand, par exemple, en Italie, les restaurants, les cafés, les coiffeurs réouvraient en mi-mai, le Royaume-Uni a attendu le 4 juillet pour faire de même. Donc forcément, on a sur la même période un PIB qui a été lourdement impacté. Donc, voici une découpe sectorielle du PIB. Donc, dans les services, maintenant, il est à peu près à 70%, puisque par exemple, on a pris en compte le secteur du transport, on a mis dans les services. Ce secteur du service qui a souffert d'une baisse de plus de 20% sur les premiers 6 mois de l'année 2020. Production qui représente 11% du PIB, qui a baissé de 19%. Et la construction, qui est un secteur clé et très important au Royaume-Uni, qui a baissé de 47%, qui est énorme, mais qui est compréhensible vu aux conséquences de la pandémie. Il y a un secteur public qui représente 5% du PIB. Donc, dans les services, ce qu'on retrouve fortement, c'est du coup les services financiers, qui représentent une partie importante des services au Royaume-Uni, puisque Londres est un acteur majeur international de la finance. Deuxième secteur des services, on a le tourisme. Donc, par exemple, encore une fois, Londres, qui est une ville, ou pas dire la ville la plus visitée au monde. Et donc, c'est une manne financière très, très importante pour le pays. Ce qu'on voit dans les différents secteurs sur le graphe de droite qui ont été impactés par le Covid, on voit forcément l'hôtellerie et la restauration qui ont été très, très lourdement impactés, à plus de 80% de baisse sur une période de 6 mois. En moyenne sur la période de 6 mois. Et on a aussi, donc, il me semble, le transport. Concrètement, tous les services ont été lourdement impactés, avec forcément un secteur financier qui était assez stable sur la période, et tout ce qui est l'immobilier également, et tout ce qui est social security, defense and public administration, des secteurs qui sont très peu cycliques, parce que c'est des secteurs qui sont toujours soutenus, où il y a très peu de cuts en général. Donc voilà. Au niveau de la production, donc la production au UK, donc on a toute une partie où c'est une production liée aux ressources du pays. Donc comme on a dit, par exemple le charbon, le pétrole. Donc voilà, il y a une décrue naturelle, une décroissance naturelle du secteur, mais c'est une décroissance de long terme. Et c'est surtout le manufacturing. Donc au UK, on va voir après ce qu'on entend dans manufacturing, mais il faut dire que manufacturing, c'est quasiment 80-90% de la production en termes de PIB. Et donc c'est vraiment cette partie-là qui a énormément souffert, et on va voir ça juste après. Hop. Donc dans le manufacturing, on a énormément de secteurs. Les secteurs qui ont le plus souffert, c'est exactement, là on le voit, le transport. Mais globalement, dans la moyenne, on est quand même en dessous des 10%. Enfin, on est largement en dessous de 10% de décroissance. Qu'est-ce qu'on peut dire Donc oui, l'économie britannique est assez forte dans tout ce qui est production industrielle, par exemple de moteurs, de civil and defense aircraft. C'est aussi un pays qui accueille énormément d'entrepreneurs et de multinationales dû à la facilité de création d'entreprises, aux taxes qui sont très basses dû à ce qu'avait initié Thatcher, et ce qui a été continué sur les années actuelles. On a comme fleuron de l'aérospatial Rolls-Royce, et ils sont aussi très forts dans tout ce qui est chemicals and pharmaceuticals. Donc on a des géants comme AstraZeneca ou GlaxoSmithKline. Donc voilà, une économie globale qui est forte de sa structure étatique, enfin de sa structure qui est prône au libre-échange. En termes de construction, la construction, on en parlera beaucoup plus avec Victor. Mais voilà, c'est un secteur qui est très intéressant en Angleterre parce qu'ils sont très très bons là-dessus. C'est un secteur qui est en croissance, qui recrute de plus en plus. Ils sont bons puisqu'ils arrivent à utiliser, ils sont très très productifs sur ce secteur-là. Ils utilisent énormément tout ce qui est BIM, donc c'est l'alliage du digital à la construction, à l'ingénierie. Et donc, c'est même quelque chose qu'ils exportent. Et voilà, les UK ont en général des parts assez importantes dans tout ce qui est grande construction à l'international. Donc maintenant, si on regarde du côté de la demande,
Comme tout bon pays anglo-saxon et pays développé, la principale source de demande, c'est la consommation des ménages, avec plus de 65% sur ces données. Puis après, on a les gouvernements, les investissements des entreprises, et puis après, c'est minime, c'est lié aux exports et aux importations. Donc, ce qu'on peut voir sur le graphique de gauche, c'est en fait la source de croissance du PIB au Royaume-Uni par rapport en fonction des différentes sources de demande. Et on peut voir que la consommation est largement la source de demande qui produit le plus de croissance. Avec un petit bémol pour tout ce qui est net trade et autres, qui est dû en fait aux incertitudes, notamment liées aux dernières affaires politiques. Après, ce que je vous ai mis en dessous, c'est pour en fait comparer l'économie britannique, en tout cas l'accès sur la demande, par rapport aux autres économies. Donc en orange, c'est tout ce qui est la consommation des ménages. Et après, le reste, on a tout ce qui est gouvernement, tout ce qui est investissement des entreprises. Et donc tout à gauche, c'est les États-Unis, comme on le sait, c'est une économie qui est très très libre et donc où par exemple l'acteur gouvernemental est normalement très peu présent. Et donc une économie vraiment axée sur la consommation des ménages. Et on a juste à côté le Royaume-Uni, où c'est très similaire, dans le sens où c'est pas aussi poussé que les UK, mais que les US, mais c'était très similaire dans le sens où ils misent énormément sur la consommation des ménages. Ils ont une économie voilà, qui est très très libre là-dessus, avec très peu normalement de, de dépenses du gouvernement, comparé au Canada, où par exemple le gouvernement en rouge, ce qui est beaucoup plus important, et les autres pays européens. Donc ça, c'est vraiment à comprendre quand on va analyser plus en détail certains secteurs clés du Royaume-Uni. Donc dans la demande, donc, comment elle a souffert sur la crise du coronavirus, ils ont globalement tout a fortement baissé, mais je vais aller plus en détail sur les prochaines slides. Donc private consumption, on a des réductions au niveau des dépenses des consommateurs qui se situent principalement dans tout ce qui est transport et dans tout ce qui est restauration et hôtellerie, ce qui est naturel. Et on voit que le reste a souffert, mais beaucoup moins. Au niveau gouvernement, Victor nous en parlera beaucoup plus. Voilà. Gross Capital Formation, donc ça c'est les investissements des entreprises. Les investissements des entreprises ont baissé énormément. C'est en même temps la partie la plus cyclique d'un pays, puisque c'est des solutions, c'est des décisions qui sont lourdes à prendre et du coup qui sont facilement retardées en cas d'indécision. Et du coup, on a une baisse de plus de 26% du PIB sur la période du premier. Là, si j'additionne les deux, c'est un peu plus de 30% du PIB, mais en tout cas 26% sur le deuxième quote. Et en dessous, en fait, on a ces chiffres. Ça, c'est les chiffres en fait d'inventaire. Et normalement, les chiffres d'inventaire, du coup, se compensent avec les achats et le renflouement d'inventaire. Et donc, on est en général aux alentours de zéro. Mais là, en fait, on a vu les entreprises qui ont même arrêté complètement leurs opérations et ont essayé de vendre un maximum de leurs inventaires. Et c'est pour ça qu'on a des chiffres autant négatifs, donc, qui sont en millions. Donc, 2596 millions, par exemple, sur le premier quarter, et la même chose, assez impressionnant sur le deuxième. Donc voilà, ce qui montre vraiment que les entreprises ont vraiment retardé l'investissement, essayé d'écouler un maximum leur stock pour améliorer, pour diminuer les coûts et améliorer leur trésorerie. En net trade, donc on a des exportations qui ont baissé moins que les importations. Les exportations, forcément, ont baissé avec la crise du coronavirus, et les importations beaucoup plus, puisque ça s'explique par toutes les importations qui sont dues à l'Asie et autres, qui se sont totalement, qui ont subi vraiment la crise au niveau de la supply chain mondiale. Et donc c'est pour ça que notamment de manière anecdotique, les UK vont avoir un balance de trade, balance, une balance commerciale positive la première fois depuis au moins 20 ans. Donc voilà, mais toutes ces informations du coup sont intéressantes à comprendre, mais bien sûr il y a un rebond qui s'est effectué sur le troisième trimestre, qui n'est pas très très important et qui est toujours en fait, si on prend une échelle de 100 qui est le rebond, on va dire qu'on avait chuté jusqu'à 80, on est remonté à 96, donc on est toujours en baisse au niveau d'une année normale. Là, c'est par exemple pour vous montrer en fait qui concrètement a subi cette crise-là des 6 derniers mois, des six premiers mois de l'année.
Premièrement, c'est compensation, c'est qui correspond en fait au revenu des ménages. On voit qu'il a été plutôt stable, qui a été aidé par le gouvernement. Gross operations, c'est le revenu des entreprises. On voit qu'il a perdu à peu près 10%, un peu plus de 10% sur la période. Donc, c'est réellement les entreprises qui ont énormément encaissé en termes de revenus et de profits. Et forcément, le gouvernement qui, en plus d'avoir des taxes, des revenus au niveau des taxes qui ont été moindres, ont été lourdement impactés en distribuant énormément et en dépensant énormément sur la période. Donc maintenant, je vais laisser Gustave vous présenter la consommation des ménages. Merci Antoine. Pour voir la consommation des ménages, on va diviser ma partie en trois. On va voir le profil démographique de la population en Grande-Bretagne, le profil économique et le profil financier donc des ménages britanniques. Tout d'abord, un profil démographique. On a une augmentation et une pyramide des âges extrêmement intéressante. Mais une baisse de natalité. En fait, on a une grosse augmentation de l'immigration, comme vous pouvez le savoir, dû aux nombreux conflits politiques et aux conflits religieux au Moyen-Orient. Et donc, on a une explosion de l'immigration au Royaume-Uni. Combiné à une baisse de la natalité, on peut dire qu'on est aujourd'hui à l'apogée, puisqu'on a on a une situation extrêmement intéressante avec une population active au maximum. Par conséquent, à la vue de ces chiffres, la situation, selon nous, pourrait devenir critique dans 20-30 ans, car on aura un vieillissement important de la population dû au taux de natalité en baisse. Cela étant, dans le futur, il nous paraît évident que le Royaume-Uni arrivera à conserver une population dynamique, car l'attractivité du pays et de son économie est extrêmement présente dans le monde. Un bel avantage d'ailleurs pour ce pays par rapport à certains pays du monde qui ont du mal à conserver une population active intéressante. Maintenant, on va passer au profil économique. On a un taux de chômage qui décroît, un point extrêmement positif, puisque dans la suite de la politique, on est dans la suite de la politique de Margaret Thatcher, qui était assez néfaste, donc la politique pour le chômage, et on a vu qu'il a augmenté, et même aussi avec la crise de 2008. Néanmoins, donc baisse du chômage, ce qui est une très bonne chose. Néanmoins, on a un indice de Gini qui augmente en parallèle de la différence entre le revenu moyen et le revenu médian. Donc, en haut à droite, vous avez un graphique avec en bleu le revenu moyen et en jaune le revenu médian. Et le dernier graphique tout en dessous montre l'indice de Gini au fur et à mesure des années. En fait, on a de grosses concentrations de richesses dans les points historiques forts, tels que je parlais de la City à Londres tout à l'heure, et le reste des revenus au Royaume-Uni plus bas, donc ce qui forme beaucoup d'inégalités dans le pays. Enfin, on peut regarder le profil financier. On peut voir que les ménages consomment beaucoup. Et un point positif, c'est qu'ils consomment dans leur économie. Et c'est pour ça que quand on combine cette information avec le fait que le taux d'épargne des ménages britanniques augmente au premier trimestre, donc malgré le confinement, même si en fait on a une baisse, donc le deuxième graphique, la baisse que vous voyez, c'est à cause du Brexit, où les ménages étaient endettés et avec le Brexit, ils ont dû rembourser leurs dettes extrêmement rapidement. Et c'est pour ça que l'épargne a chuté, mais ils recommencent à épargner. Et donc le fait que les ménages ont pu mettre de côté pendant le confinement est très important et très intéressant, car ça va permettre de relancer l'économie, car on a vu qu'ils consommaient dans leur économie. Je vais passer à la partie, dans les prochaines slides, gouvernement et banque centrale. Donc, je vais vous montrer comment le Royaume-Uni se finance et les différents mécanismes d'emprunt. Donc, actuellement, à cause de la crise du Covid, les recettes ne suffisent pas à financer les dépenses. Donc, le Royaume-Uni tire ensemble des recettes par
trois pôles majeurs. On peut montrer l'impôt sur le revenu, qui apporte 208 milliards de livres, la sécurité sociale et les contributions qui apportent 150 milliards de livres, et la TVA qui est payée par tous les citoyens. Cela apporte 161 milliards de livres. Et il y a différentes autres taxes qui rapportent plusieurs dizaines de milliards. Donc, normalement, le Royaume-Uni avait prévu d'emprunter sur la période de avril à mars 2020 54 milliards de livres pour financer la dette qui arrivait à échéance. Mais à cause de la crise du Covid, ils ont dû emprunter 4 fois plus. Donc, ils ont dû emprunter 208 milliards de livres au cours du semestre qui vient d'arriver à échéance. Donc, les recettes ont diminué, étant donné que la consommation a baissé, et les dépenses ont augmenté. Donc, les recettes ont diminué de 11,6%, ce qui est quand même assez conséquent. C'est pour ça qu'ils ont dû financer tout cela par de la dette. Donc, dans la slide suivante, on peut voir que le Royaume-Uni, par rapport à la France et aux États-Unis, est proportionnellement par rapport au PIB moins endetté. Ils ont eu, suite à la crise de 2008, des difficultés. Ils ont eu un déficit qui était de 10,2% en 2008. Ils ont pu le réduire sur les 10 dernières années de près de 4/5. Cela leur a permis d'aborder cette crise du Covid avec des finances assez saines parce qu'ils avaient un déficit de 1,8%, qui est par exemple à comparer au déficit de la France à la même période, qui était de 3%. La Banque d'Angleterre, contrairement par exemple aux États-Unis qui a sur graphiquement des prêts qui arrivent à échéance assez rapidement sur les prochaines années, la Banque d'Angleterre, le Royaume-Uni, a la majorité de sa dette à long terme. Donc on peut voir sur le graphique que la majorité est après 2034. Durant la crise de la Covid, enfin en juin 2020, les chiffres sont de juin 2020, c'est toujours la slide d'avant, ouais. Donc la Banque d'Angleterre a pratiqué le quantitative easing, donc c'est-à-dire qu'elle a racheté la dette qui était émise par l'Angleterre. L'augmentation était de 300 milliards et elle est passée à 745 milliards. Donc c'est assez énorme l'augmentation. On pourra y revenir sur des slides après, je vais en reparler. Donc cette dette qui a été émise, elle est majoritairement en coupon fixe, c'est-à-dire que le taux d'intérêt est déterminé à l'avance et il sera le même tout au long de l'emprunt. Cela permet, comme je l'ai dit auparavant, avec cette dette qui est à long terme, donc qui arrivera à échéance après 2034, de se prémunir contre une augmentation des taux d'intérêt. Donc ils savent à l'avance, avec une dette longue et un taux constant, que même si les taux ils augmentent, ils n'auront pas de soucis avec des intérêts qui deviennent énormes. Et de plus, les bons du Trésor sont nominés en livres. Cela leur permet de pratiquer, de ne pas avoir de problème parce qu'ils peuvent réimprimer de la monnaie s'il y a des soucis. Donc c'est à 96,75%. Dans la slide d'après, on va pouvoir voir que le Royaume-Uni, d'après les estimations et d'après ce qui se profile, n'aura pas énormément de problèmes. On peut voir qu'en 2008, sur le graphique de gauche, vous pouvez voir que la courbe rouge qui représente le pourcentage de la dette par rapport au PIB et la courbe bleue qui représente, non c'est l'inverse, la courbe rouge c'est le taux d'intérêt et la courbe bleue c'est le pourcentage de dette par rapport au PIB. Donc en 2008, ces deux courbes se sont croisées, donc le pourcentage de dette par rapport au PIB, il a énormément augmenté, mais en même temps, le taux d'intérêt a baissé. Cela leur a permis, sur la slide de droite, d'avoir un pourcentage de taux d'intérêt par rapport à leur PIB qui reste constant. Parce qu'ils ont plus de dettes, mais elles leur coûtent moins cher. Donc, sur la période de 1983 à 2017, on est toujours resté entre 2 et 4%. Et dans les années à venir,
le taux d'intérêt va diminuer, il va s'approcher, voire passer en dessous de zéro bientôt, comme dans l'Union européenne, cela s'est passé, avec l'Allemagne, la France qui empruntent à des taux négatifs. Donc, il n'y a pas trop de risque pour la dette anglaise, car vu que les taux d'intérêt restent constants, cela ne va pas leur coûter plus cher qu'avant. Les propriétaires de la dette britannique sont le principal propriétaire de la dette britannique est la Banque d'Angleterre. Il y a les mécanismes de quantitative easing. Sur les chiffres de 2017, elle était à 23%. Le reste était réparti entre des banques, des assurances et des investisseurs étrangers. Ces éléments ils tendent à montrer que l'augmentation de la dette ne sera pas un problème. Avec les mises à jour à 2020, la Banque d'Angleterre, au lieu du 23%, elle est passée à 44%. Donc, quand la Banque d'Angleterre possède de la dette, il n'y aura pas de problème comme lorsque ce sont des États étrangers qui peuvent tout à coup se mettre à ne plus la vouloir. Les banques, les onglets banque finance et assurance fonds de pension ne sont pas un problème non plus, car les organismes à des fins réglementaires et fonctionnelles, elles ont toujours besoin de conserver des bonds qui sont sans risque, donc des bonds du trésor du pays, donc ils ont toujours besoin d'en avoir. Donc il n'y a aucun problème par rapport à la situation du financement, du remboursement de la dette au Royaume-Uni, car par les points que j'ai exposés précédemment, ça reste assez sécurisé comme pays, étant donné que la Banque d'Angleterre peut tout le temps, elle est limitée à 70% pour acheter des bons du trésor, donc ça permet d'avoir de la flexibilité. On va passer à la partie import-export. Donc l'export au Royaume-Uni, il est de 368 milliards de livres. Il est à comparer, sur la slide d'après, je vais parler de l'importation, et les importations sont de 543. Donc on peut voir que principalement, les exportations portent sur des machines, du transport, des produits chimiques. Le principal pays vers lequel le Royaume-Uni exporte, c'est les États-Unis. Donc il y a une incertitude sur ce point-là, car il se profilait avec, sous le mandat de Trump, un accord post-Brexit afin de sceller de nouveaux accords commerciaux et pouvoir un peu contrebalancer la baisse des exportations vers l'Union européenne. Quand on voit que l'Union européenne, sur le graphique du haut, représente quand même un peu plus de 45% des exportations du Royaume-Uni. Donc, vers les pays dans lesquels ils exportent, donc les États-Unis, ils exportent beaucoup de voitures. Donc des voitures, des marques anglaises. Ils exportent également des produits pharmaceutiques et des turbines à gaz. Les produits pharmaceutiques, ça représente environ 9%, turbines à gaz 6%. En Allemagne, ils exportent des parties d'avions. C'est 10% d'exportation et c'est lié à la production des avions Airbus. Ils exportent également des voitures, 7%, et des médicaments. Et vers la Chine, ils exportent pour 22% et 21% du pétrole raffiné et des voitures. Donc les voitures, c'est vraiment un secteur à surveiller. Je vais en reparler après pour montrer que ça va être un peu compliqué. Du point de vue des importations, il y a également l'incertitude principale, c'est évidemment le Brexit et des incertitudes sur l'accord qui va se signer dans les prochains jours ou ne pas se signer. Et les importations, majoritairement, elles viennent des pays de l'Union européenne, à un peu plus de 50%, 55%. L'Allemagne est le principal partenaire. Depuis l'Allemagne, ils importent beaucoup de voitures. Donc, ce sont les voitures allemandes. Et dans les importations, on a beaucoup à fabriquer des réacteurs nucléaires dans les 3 principaux pays. Ils en importent depuis l'Allemagne, depuis la Chine et depuis les États-Unis. Depuis la Chine, ils importent également des appareils électriques. Comme un peu tous les pays en Europe, ils bénéficient
des bas prix pratiqués sur le marché chinois. Donc, pour faire un point sur la balance commerciale, le Royaume-Uni enregistre un déficit de 131 milliards de livres sterling sur les échanges de biens. Cependant, ce déficit est compensé par le service qui a été expliqué précédemment. Le service a pris beaucoup de poids et permet de compenser la balance commerciale en la réduisant de 100 milliards de livres sterling. Donc le déficit au global, il est de 31 milliards de livres sterling. Et on note qu'entre l'Union européenne et les pays hors Union européenne, il y a une différence. En Union européenne, ils ont un déficit commercial, tandis qu'en dehors de l'Union européenne, ils ont un excédent commercial. Dans la slide d'après, je parle des effets délétères du Brexit sur le marché des imports et des exportations. Donc, le Royaume-Uni est évidemment fortement dépendant de l'Union européenne, car ce sont des pays qui sont les plus proches de lui. Ça coûte donc moins cher d'importer, d'exporter des matières par rapport à traverser l'océan pour aller sur le marché américain ou sud-américain. Donc, l'Union européenne, évidemment, elle sera perdante après le Brexit. Mais le Royaume-Uni subira des pertes 3, 4, voire 5 fois plus importantes, ça dépend des domaines. Donc, pour prendre la première ligne sur l'automobile, dans le sens Royaume-Uni, Union européenne, les pertes seront estimées à 22%, tandis que de l'Union européenne vers le Royaume-Uni, ce sera de 4%. Donc, cela pousse à penser, les chiffres que vous pouvez voir, que l'Union européenne est en position de force dans ces négociations et que normalement, si avec le mélange d'un accord qui ne sera peut-être pas signé avec les États-Unis ou pas signé comme il avait pensé sous le mandat de Donald Trump, le Royaume-Uni est censé normalement accepter un accord avec l'Union européenne. Ça serait mieux pour lui, on peut dire. Donc, on est arrivé au bout des parties présentation. Maintenant, on va parler un peu plus chacun, on va présenter les investissements qu'on souhaiterait réaliser aux États-Unis en abordant un secteur spécifique pour chaque entreprise. Donc, je vais laisser la parole à Antoine qui va vous présenter Ocado et le marché de la consommation commerce. Merci Victor. Donc j'ai choisi, en fait, vu ma compréhension du Royaume-Uni, qui est un pays qui mise énormément sur sa consommation, vu aussi que les foyers ont été impactés, mais sont l'un des acteurs qui a été le moins impacté par la crise, puisque bien soutenu par l'État. Et donc je me suis dit que, notamment avec la poussée du e-commerce, ce serait intéressant de s'intéresser à des acteurs tels que Ocado. Donc Ocado, c'est un acteur qui est très connu en général par les financiers, puisque c'est une boîte qui a un business plan qui est excellent et je vais vous le présenter maintenant. Donc concrètement, ce que fait Ocado, c'est avant de vous présenter dans les détails, c'est que le e-commerce fonctionne très bien quand tu es customer, quand tu es un client, c'est très très utile et je pense que c'est une tendance sur laquelle beaucoup ou même tous ici on comprend et on pense que c'est vraiment l'avenir de la consommation. Cependant, pour les entreprises, c'est quelque chose de pas du tout évident puisque c'est énormément d'investissement, c'est des coûts qui sont très très importants et c'est des marges qui sont en général très faibles. Il faut savoir que c'est très très difficile pour une entreprise d'être rentable avec une activité d'e-commerce. Il faut savoir que par exemple Amazon en Europe, c'est toujours pas rentable, ça perd 2 milliards de dollars par an. Donc pour être rentable en e-commerce, il y a en général qu'une solution, c'est de tout robotiser, d'avoir un minimum de main-d'œuvre. Et c'est ce que fait Ocado. Ocado, en fait, c'est une entreprise qui est à la pointe de la technologie dans le e-commerce. C'est ça, c'est l'espèce de ruche de robots qui viennent en fait vous préparer les paquets. Et en fait, il y a rien de plus efficient pour préparer des commandes et c'est pour ça que ça fonctionne. Donc, eux, ils misent en fait sur le fait que tous les acteurs n'ont pas les moyens de développer une plateforme d'e-commerce et une plateforme d'e-commerce qui soit rentable. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont introduit le marché. Donc voilà, c'est ce qu'ils font en fait, c'est ils vont construire. Il y a plusieurs formules, mais en général, c'est ils construisent un entrepôt.
il l'automatise et après, en tant que commerçant, j'ai le droit en fait d'utiliser l'entrepôt d'Ocado pour livrer mes clients. Et la formule qui marche extrêmement bien, c'est pour ça que le modèle est très très intéressant, c'est que en fait ils font payer leurs clients sur sur des frais par nombre de commandes, et donc c'est pas du tout lié au premier investissement très onéreux, qui est de la construction d'un entrepôt ou autre. Donc en fait on a une facilité d'entrée au départ, puisque c'est simplement lié à combien en fait je vais vraiment utiliser la formule de cadeau et non à toute la construction qui est liée en capital investment lorsqu'on on construit un entrepôt et investit dans toute la robotique qui est avec. Et donc c'est vraiment une solution clé en main, et c'est pour ça que Ocado en fait financièrement ça marche très bien. Il faut savoir que donc ça marche très bien depuis sa création. C'est toujours pas rentable sur quelques segments, puisque comme on a pu le voir au-dessus, au début, c'est des investissements très onéreux, et que sur le long terme et avec la maturité du modèle, Ocado va vraiment être un acteur qui va pouvoir générer énormément de profits. Et donc voilà, ça c'est ces chiffres un peu financiers sur les 7-8 dernières années. Il faut savoir que cette année, ils ont fait forcément avec la conjoncture actuelle une croissance de plus de 60%. Et, ils pensent bien que ça continue là-dessus. Donc là, par exemple, j'ai des chiffres sur le e-commerce sales au UK. Et comme quoi, voilà, entre 2017, entre 2017 et 2018, on a déjà une croissance très importante de plus de 100 milliards. Ce qui équivaut à au moins 20% de croissance organique sur le secteur en entier. Et donc, Ocado est là pour bénéficier au maximum de cette croissance. Il faut savoir qu'ils travaillent avec des géants. Et j'ai pas la liste, je vous ai pas mis la liste ici, mais voilà, ils sont très reconnus, et c'est un acteur qui va être majeur en Europe et dans le monde, euh, pour aider en fait tous les commerçants, les petits comme les gros, à être rentables en faisant du e-commerce. Donc c'est un compétiteur, par exemple, direct d'Amazon ou de Shopify. Et je vais laisser Victor parler du secteur de la construction, qui est un secteur très important au UK. Merci Antoine. Donc, le secteur de la construction, j'ai choisi comme entreprise Terra Wimpey, qui est une entreprise qui est assez ancienne. En fait, elle est ancienne mais récente. Donc, Taylor Wimpey, c'est issu de la fusion de Taylor et Wimpey en 2007. Mais l'apparition de cette entreprise remonte des deux entreprises précédentes, remonte à la fin du 18e, au début à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Pardon. Donc, pour donner quelques chiffres, Taylor Wimpey, c'est 4,3 milliards de chiffre d'affaires, 856 millions d'EBIT, et pour un résultat net de 673 millions. Donc, pourquoi Taylor Wimpey et pourquoi la construction? Donc, Boris Johnson, il a promis fin juin 2020 un New Deal. Donc, c'est pour reprendre le nom, mais il est quand même plus petit que le vrai New Deal. Donc, c'est pour relancer l'économie britannique grâce à un apport de 5 milliards de livres. C'est un secteur qui est pour l'emploi, mais qui a beaucoup souffert pendant la crise, car il a dû être complètement à l'arrêt. Donc, cependant, le gouvernement encourage et le secteur se relance. Donc, l'indice PMI pour le secteur de la reconstruction montre cela. L'indice PMI, c'est Purchasing Manager Index. Donc, lorsqu'il est supérieur à 50, cela veut dire que le secteur est en expansion. Donc, on peut voir qu'il était, pendant la période du Covid, en dessous de 50, mais que depuis juin 2020, ce qui correspond à l'annonce de Boris Johnson, il repasse au-dessus de 50, ce qui est un bon signe. De plus, un autre signal positif, c'est le prix moyen sur le marché. Il y a aussi le site internet Rightmove qui indique cela, donc les prix par rapport à la période précédente, donc par rapport à il y a 12 mois, sont 5,5 fois plus élevés. Donc c'est un bon signe, ça veut dire que le marché continue de monter. Il y a des enquêtes qui ont montré que les prix étaient tirés par plusieurs points. Donc pourquoi, malgré le Covid, malgré les incertitudes, les prix continuent d'augmenter? Donc tout d'abord, il y a eu une demande refoulée suite au Covid. Donc pendant le confinement, les acheteurs n'ont pas pu acheter, les vendeurs n'ont pas pu vendre.
Donc, il y a un décalage dans le temps. De plus, il y a la réduction temporaire des taxes foncières. Donc, pour encourager l'économie de la construction, ils ont réduit les taxes foncières. Et pendant le confinement, les Anglais se sont rendus compte peut-être que leur logement était trop petit. Donc, ils recherchent souvent des propriétés plus grandes. Donc là, on va un peu s'intéresser au cours en bourse de Taylor Wimpey. Donc, j'ai connu cette entreprise car j'ai lu un article qui montrait que c'était début novembre. Le cours, lorsqu'ils ont annoncé leurs résultats, avait énormément augmenté. En une journée, il a augmenté de plus de 10%. Donc, cela correspond sur la période d'un an, entre 2019 et 2020, à la dernière augmentation. Donc, cela remonte début novembre. Donc, pendant tout le mois de novembre, elle a eu de cesse d'augmenter progressivement. Ce n'est pas juste un rebond épisodique suite à de bonnes annonces. Elle remonte, elle remonte. Elle n'est pas encore à l'avant Covid, où elle tutoyait les 230, mais elle avance très, très rapidement. Donc, le secteur de la construction, il est majeur, donc il doit être soutenu par le gouvernement britannique, car il représente 6% du PIB. Ça représente 117 milliards de livres. C'est également un grand pourvoyeur d'emplois, car pour 6% du PIB, il apporte 10% de l'emploi total au Royaume-Uni lorsqu'on regroupe l'industrie manufacturière et les services. Donc, pour donner quelques chiffres, pour donner une meilleure image, il y a un quart de la production qui relève du secteur public et trois quarts environ du secteur privé. Il se découpe en trois parties. Donc, le commercial et le social, c'est 45%. Le résidentiel, donc les maisons ou les appartements, c'est 40%. Et l'infrastructure, c'est 15%. Donc, ce secteur, il est intéressant car le gouvernement britannique s'est engagé pour l'écologie, comme de nombreux pays. Le secteur du bâtiment également, c'est malheureusement un grand pourvoyeur de gaz à effet de serre, d'émissions de carbone. Donc, s'ils veulent respecter leurs engagements, donc de réduire de moitié d'ici 2025 les émissions de gaz à effet de serre, et sur une période plus longue, ce sera 80% aux alentours de 2040, le gouvernement il faudra qu'il investisse pour modifier le parc de logements au Royaume-Uni. Sur le graphique du dessus, on peut voir que c'est le cas. Le gouvernement britannique il est engagé dans l'écologie en faveur de bâtiments qui sont plus respectueux des normes environnementales. Donc, quand on compare par rapport à d'autres pays européens, comme l'Espagne, la Pologne et même la Norvège, qui normalement est très engagée d'un point de vue écologique, on peut voir qu'à 48%, ils encouragent cette transition. Donc, ça passe par de l'investissement et par maintenir ce tissu économique qui est très important et essentiel, car si le tissu se détériore trop pendant la période du Covid et pendant la période que l'on vit actuellement, ils ne pourront pas assez rebondir, ils ne pourront pas transformer les logements, construire de nouveaux logements, grandir. Donc le schéma d'en dessous, il est également intéressant. En fait, c'est pour trois pays, toujours pour comparer, pour avoir une ordre d'idée, le pourcentage de projets immobiliers qui sont considérés comme green. Donc, entre 2018 et 2021, le pourcentage va passer de 27 à 40% pour les logements qui comprennent plus de 60%. Donc, c'est un peu pareil dans tous les pays, mais ça confirme que l'écologie dans la construction est présente et qu'ils ont besoin d'investir, ils ont besoin d'avoir des entreprises qui soient dynamiques pour construire de nouveaux logements et pour favoriser la transition énergétique. C'est pour ça qu'on pense que c'est un secteur qui sera clé et qui sera également pourvoyeur d'emplois. Donc, Taylor Wimpey, c'est à suivre de près pour les prochains mois et les prochaines années. Voilà, je laisse la parole à Gustave qui va nous parler du secteur aérien. Merci Victor. Donc moi je vais vous parler d'un secteur qui va très mal aujourd'hui, mais je pense qu'il qui est assez intéressant, surtout à moyen et long terme. Donc vous l'avez entendu dans notre présentation, la Grande-Bretagne a une économie de services et tournée vraiment vers l'international, et c'est pourquoi
le secteur du transport aérien est extrêmement important. Donc, le marché de l'aviation civile est extrêmement chamboulé par la crise du Covid et doit faire face à de nombreux problèmes économiques. D'un côté, on a des compagnies low cost dont les disponibilités en cash sont extrêmement limitées, mais qui arrivent tout de même à faire voyager un certain nombre de personnes, euh, même pendant cette période de crise. Par exemple, en juillet dernier, 4 millions de personnes voyageaient avec Ryanair pour seulement 1,2 avec Air France. Et en fait, vraiment, ça leur permet de limiter la casse et arriver à rembourser leur fonds de roulement. D'un autre côté, on a des grandes compagnies long courrier qui ne remplissent pas leur avion, qui ne peuvent pas voyager, qui annulent la plupart des vols et dont le marché va mettre beaucoup, beaucoup plus de temps à repartir euh, puisque l'international va être beaucoup plus compliqué avec la crise. Donc, ça nous amène à notre entreprise, l'entreprise IAG, qui est une société mère puisqu'elle elle est propriétaire de beaucoup de compagnies telles que Aer Lingus, Air Europa et British Airways, mais aussi des compagnies plus low cost et cargo. Alors, pourquoi, selon moi, ça va repartir? En fait, le fait que IAG combine des compagnies low cost et long courrier plus prestigieuses, c'est que les low cost, s'ils arrivent à garder la tête haute pendant cette période, ils vont sortir évidemment gagnants, puisque la croissance qui va être beaucoup plus rapide de la demande, à cause de leur prix bas et extrêmement compétitif, va leur permettre de mettre beaucoup moins de temps à s'en sortir. D'un autre côté, on a les longs courriers qui représentent la grandeur des pays comme British Airways et donc qui bénéficient d'aide de l'État pour rembourser leurs frais de roulement, mais aussi les aider ensuite à devenir à nouveau compétitifs grâce au renouvellement de la flotte avec la précaution écologique notamment très présente. Dans ma slide, j'ai mis quelques chiffres. Donc, dans cette entreprise, on a 55 000 employés qui ont eu leur salaire payé par l'État. Donc, du chômage partiel, des PGE, prêts garantis par l'État et des apports financiers. Donc, d'autres raisons qui poussent l'État à intervenir dans ces compagnies, c'est que pour montrer que la transition vers l'écologie et vers un monde meilleur est là, l'État doit investir dans ces compagnies qui sont connues pour avoir un impact très fort sur l'émission de carbone. De même, on a l'aéroport Heathrow à Londres qui vient de se faire dépasser par l'aéroport Charles de Gaulle en termes de transit de voyageurs. Et cela pousse évidemment le gouvernement à intervenir pour garder la meilleure place. D'ailleurs, l'État a fait pression sur le Qatar et en général les actionnaires de IAG pour donner des fonds. Sinon, ils opteraient pour une nationalisation de l'entreprise. Aussi, on a un Brexit qui va obliger le gouvernement à s'investir dans le domaine, puisqu'on a vu que Airbus coupera sa branche qui est installée. Et donc, comme l'a dit Victor, on aura une diminution des exportations. Donc, ils devront mettre des moyens dans ce secteur pour rentabiliser tous les emplois. Alors, évidemment qu'ils n'auront pas de projet tel que le Concorde ou je ne sais quoi, mais ils mettront des moyens et dans les compagnies et dans les constructeurs. Donc, Antoine parlait de Rolls tout à l'heure. Donc, en combinant les avantages des apports de l'État et en comparant et en apportant les stratégies des low cost qui vont repartir beaucoup plus rapidement, à long terme, on a une société en général qui sera extrêmement compétitive dans le futur, puisque de nombreuses autres compagnies low cost auront disparu avec le chamboulement et les grandes compagnies auront du mal à s'en sortir. Merci, merci Gustave. On va terminer, du coup, on termine avec cette dernière slide sur un très court forecast sur le Forex. Il faut savoir que la livre est quand même assez plus bas depuis, enfin, on est vraiment sur des plus bas si on prend un graphe sur une dizaine, vingtaine d'années. Et donc,
qui est notamment dû à fait de nombreux facteurs, on peut le reconnaître, facteurs liés au Brexit notamment, et liés à une économie qui est notamment assez cyclique avec des secteurs comme la construction, l'énergie. Et, et donc voilà. Donc notre analyse est que potentiellement, si le vaccin fonctionne, on va avoir comme un peu comme l'Europe et comme toute autre économie développée assez cyclique, une forte reprise de la consommation, de la croissance en général. Et donc, on a une vision assez positive de la livre sur les prochains mois et sur l'année prochaine surtout. Nous pensons notamment que le Brexit ne sera pas un hard Brexit, puisque on peut se tromper là-dessus, mais pour l'instant c'est notre pari, puisque on imagine qu'on est très proche, on est quand même assez proche d'un accord, et que le Royaume-Uni a énormément de motivation à trouver un accord sur ce mois de décembre. Voilà. Je remercie tout le monde pour nous avoir suivis lors de cette présentation et vous invite à poser vos questions. Merci.